vais souhaiter la bienvenue à tous et toutes. Nous sommes très heureux de vous avoir à cette dernière conférence en ligne. Enfin, nous espérons que ce soit la dernière conférence en ligne, parce Oui. qu'on a quand même les conférences en live. C'était tout de même la 26e depuis le mois d'avril 2020. C'est la 26e conférence en ligne et c'est la troisième conférence qui rentre dans le cadre du cycle littéraire qui est animé par Françoise Royer. Alors, Tatiana, un grand merci d'être En parmi prie, nous. merci à vous. Nous sommes très honorés et très heureux de vous avoir ce soir. Euh, Nous sommes très heureux parce que nos membres aiment beaucoup la littérature, la culture, et donc ceci est un petit peu, c'est une aubaine de vous avoir, et à ce niveau-là, c'est une aubaine de pouvoir travailler en ligne. Alors, vous vous décrivez comme franglaise, puisque vous vous sentez à la fois française et à la fois anglaise, de père français d'origine russe, de maman anglaise. Vous êtes née en France et puis vous avez été élevée à Boston et à Paris. Vous avez fait des études littéraires en anglais et puis vous avez travaillé à Paris. D'abord comme attachée de presse, j'ai vu journaliste pigiste et critique littéraire. Mais votre véritable passion, c'est l'écriture puisque j'ai lu quelque part que vous avez écrit votre premier roman à 10 ans. À 10 ans, et il s'appelait Une petite fille nommée Carrie. Et puis, vous avez continué à écrire entre 10 et 30 ans, mais tout ce que vous avez écrit à cette période-là n'a visiblement pas été publié, si j'ai été bien renseignée. Et ce n'est vraiment que depuis 92 que vous vous adonnez à cette passion et que vous publiez des romans en français et en anglais. Votre premier grand succès a été Elle s'appelait Sarah, qui a d'ailleurs été adaptée à l'écran. Ça a été remarquablement interprété par Christine Scott Thomas. Moi, j'ai vu le film, c'était magnifique. Alors, vous avez publié une quinzaine de livres, certains en français, certains en anglais, qui ont été traduits dans une quarantaine de langues étrangères. Et vous êtes une des romancières les plus françaises, les plus lues au monde, à l'étranger. Alors, vous allez nous parler ce soir de votre dernier roman, Célestine Dubac, qui est paru le 12 mai dernier, et qui raconte une rencontre bouleversante entre deux êtres que tout sépare. Donc, vous parlez d'une amitié extraordinaire qui va changer leur vie. Et ce qui est amusant, c'est que ce roman, vous l'avez écrit en 90, donc il y a vraiment un bon bout de temps, donc plutôt au début de vos premiers romans, et vous l'aviez laissé de côté. Et vous êtes retombé dessus quand vous avez fait un déménagement, vous avez été dans votre caisse, vous êtes apparemment retombé sur ce bouquin qui vous a ému, qui vous a touché, et donc vous avez décidé de le publier. Et C'est donc, pas exactement ça. c'est pas ça, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu. Si je me permets de rectifier, Oui, bien sûr. j'avais déjà donc publié un premier roman Oui. en 92 qui s'appelait L'appartement témoin chez Fayard. Mhm. Ce roman-là, je l'avais écrit entre 88 et 90. Oui. C'est celui-là qui a été publié en premier. Et puis, j'avais écrit un deuxième roman, Célestine Dubac, toujours pour ce même éditeur. Et cet éditeur l'a refusé en 93. Ah, Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu au téléphone la personne qui l'a refusé, qui m'a appelé et qui était bouleversé. C'est devenu un monsieur d'un certain âge. Et il m'a dit, Tatiana, moi, j'ai tellement aimé ce Célestine Dubac, mais malheureusement, au-dessus de moi, on m'a dit, son premier roman, c'est pas très bien vendu, on n'y croit pas. Et donc, le grand patron ne l'a même pas ouvert. ah, Et ce pauvre monsieur n'avait pas assez de poids pour appuyer sa décision de ne pas le publier. Donc, moi, j'ai été tellement triste. J'étais jeune, hein, j'avais une trentaine d'années. oui. Je l'ai mis dans un carton et je me suis dit, ça ne va intéresser personne, en fait, ce livre. Et c'est pour ça qu'il est resté pendant tellement longtemps dans son carton, alors que j'avais eu plusieurs amis qui sont cités à la fin du livre, qui l'ont vraiment beaucoup aimé et qui me disaient régulièrement, mais tu devrais quand même essayer de le faire publier, peut-être que ça marcherait aujourd'hui. Et moi, j'y croyais pas, en fait. J'y croyais pas du tout. Et c'est quand j'ai rangé cette cave, il y avait ce carton qui m'avait suivi pendant tous mes déménagements. J'ai ouvert ce carton et voilà, et je suis tombée sur ce manuscrit. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'ai l'avis de mes éditeurs actuels
parce que je n'arrive pas à juger moi-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce livre. Il y a quelque chose de très frais, très spontané, très sincère. Et c'est mes éditeurs qui ont tranché aujourd'hui, bien sûr, en disant Bien sûr. nous adorons ce livre, nous allons publier. Donc voilà la longue histoire de Célestine Dubac qui est Ah, mais restée c'est confinie. magnifique. C'est une très belle fin. Très bien, mais Françoise va s'épancher sur le sujet avec vous. Et donc, je voudrais évidemment remercier Françoise Royer qui est là pour la troisième fois, qui est spécialiste des interviews d'auteurs et fondatrice du projet Génie des mots. Donc, Françoise a l'habitude, enfin, c'est son métier d'interroger des romanciers, des écrivains et de partager Très bien. voilà, des bons moments avec nous tous. Alors Françoise, à vous la parole. Tatiana, on se retrouve tout à l'heure. Et donc après donc, cet échange entre Françoise et vous, je verrai s'il y a des questions posées par les auditeurs. Et Très donc, bien. ils ont des questions, ils peuvent les poser dans le petit bouton discussion ou chat et je les poserai après vos interventions respectives. Donc, Parfait. à vous la parole, à vous deux. Et encore merci. Tatiana. Merci. À tout à Merci l'heure. beaucoup. C'est marrant, on s'était déjà rencontrés, Tatiana, on s'était déjà rencontrés Oui, pour il me la semble. présentation de votre livre avec votre fille Charlotte. Vous êtes maman de deux C'est enfants, ça. dont Charlotte qui est photographe. Ils avaient co-signé avec elle le livre qui présente Tamara de Lempicka, une artiste peintre polonaise art déco. Tout à fait, je me souviens de vous. Voilà. Et donc, effectivement, vous parlez de votre livre et vous dites que la réponse de vos éditeurs aujourd'hui, c'est que c'est un roman qu'il fallait absolument publier, Célestine Dubac. Et vous racontez effectivement d'entrée de jeu que c'est un roman que vous avez écrit il y a 30 ans. Alors, Célestine Dubac, c'est une fable, une histoire, en tout cas une très très belle histoire, une rencontre entre deux personnages, peut-être aussi décalés l'un que l'autre, et c'est là-dessus que la magie de la rencontre va opérer. C'est l'histoire de Célestine. Alors, Dubac, ce n'est pas vraiment son nom de famille, c'est surtout l'endroit où elle se situe dans la rue, puisque c'est une SDF qui campe à la rue Dubac. Et Martin Dujeu, qui lui est un grand garçon, un peu perdu dans son corps. Il a l'impression d'être perdu dans sa vie autant que dans son corps. Il est orphelin de mère puisque sa mère a fait un accident en avion, n'a jamais retrouvé son corps et il erre un peu comme ça dans sa vie, tout comme Célestine erre également dans sa vie. Il y a chez les deux personnages de l'authenticité, de la fragilité et le sentiment de n'être pas compris, d'être un petit peu rejeté. Le père de Martin est un mondain, un avocat. Voilà, sa compagne est une femme assez mondaine, superficielle, etc. C'est une très, très belle histoire, l'histoire de Célestine et de Martin, une très belle histoire d'amitié, qui va aussi montrer tout ce que les échanges inattendus et la manière d'être porté, supporté, autant l'un par l'autre, peut apporter. Quel a été votre état d'esprit en 1990 pour avoir envie comme ça d'écrire sur ce sujet des SDF qui sont peut-être loin de votre vie à vous? Il y avait une SDF rue du Bac, dans la rue près de la rue où j'habitais à l'époque. Et elle écrivait dans un grand carnet. Elle n'était pas très aimable. Je passais tous les jours devant elle avec ma poussette. Il y avait mon petit garçon qui, à l'époque, n'avait que 2 ans. Elle ne s'adressait jamais à moi. Elle parlait à mon fils. D'ailleurs, j'apparais dans ce livre parce qu'à un moment, Célestine, dans son journal, va raconter qu'il y a une mère de famille qui lui donne de la nourriture, des vêtements, et un jour, elle lui donne des bottes qui sont beaucoup trop petites. Eh ben, c'était moi. Et surtout qu'elle remarque le petit garçon dans la poussette qui l'aimait beaucoup et qui lui parlait. Donc cette femme, sur laquelle le regard ne s'arrête jamais, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans son carnet. Je me demandais d'ailleurs aussi quel était son parcours de vie. Et un jour, elle n'était plus là. Elle n'était plus rue du Bac. Elle avait disparu. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui lui était arrivé. C'était difficile de lui donner un âge parce qu'elle était tellement abîmée par la vie. Elle avait vraiment un visage complètement défait. Elle était très souvent alcoolisée, donc pas vraiment dans un état, on va dire, on ne pouvait pas vraiment parler avec elle beaucoup, mais la petite graine a été plantée pour moi ce jour-là. Et donc,
je me souviens que j'ai voulu tout de suite écrire une histoire d'amitié. Et c'est pour ça que quand le livre a été refusé en 93, ça m'a blessée parce que je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui n'a pas plu puisque ça parle d'amitié? Mais j'ai envie de vous dire que je suis assez contente finalement qu'il n'ait pas été publié parce que je pense que s'il avait été publié en 93 ou 94, il n'aurait pas du tout l'écho qu'il a aujourd'hui avec ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, cette pandémie qui nous a empêchés d'être ensemble, de se voir, de se parler, de faire de nouveaux amis. Donc, quelque part, cette histoire d'amitié qui est restée confinée pendant 30 ans, je trouve qu'elle sort à un bon moment et que cette amitié très pure entre ces deux personnes qui n'ont absolument rien en commun, qui ont des parcours de vie complètement différents, le jeune homme de bonne famille, qui n'a jamais eu de problème d'argent, la SDF qui mendie et qui se perd dans les volutes de ces cigarettes et dans les affres de l'alcool, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et puis, le miracle va quand même avoir lieu. Cette amitié va démarrer. Et c'est cette amitié-là que j'ai eue en tête quand j'ai commencé le livre il y a toutes ces années. Une chose qu'ils ont en commun, c'est quand même la douleur de la séparation, parce que Martin a été séparé, arraché de sa mère, puisqu'on n'a jamais retrouvé de ce crash en avion, et Célestine a un parcours difficile qu'elle raconte dans l'histoire, où elle a été arrachée d'une partie d'elle, et puis finalement elle s'arrache de son quotidien. Mais alors, ce qui est magique dans cette histoire, c'est l'humour et la légèreté que vous arrivez à injecter tout au long de l'histoire, alors que ça pourrait être sordide, difficile, trop lourd. Et non, on rit beaucoup. Et j'ai ri d'autant plus que je trouvais que le personnage de Célestine était tellement loin de vous, de comment on vous voit, en tout cas comme personnage public. Et dans le langage châtié de Célestine, je m'amusais à me demander quel plaisir vous aviez pris dans la part d'écriture. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je lis simplement un passage de Célestine, qui est une SDF, et qui dit « Moi, je me suis enfin trouvée à 40 ans, après 20 ans de galère, de déboire. Je suis devenue Titine du bac, libre, libre comme le vent. Et écoutez-vous qui passez par là avec vos sacs remplis de bouffe, avec vos bagues aux doigts et vos perles au cou, vous qui bouffez à votre faim et dormez dans un lit tous les soirs, vous qui avez une petite vie bien propre. Et vous qui pétez de trouille devant vos patrons, moi j'ai choisi pas d'impôts à payer, je ne vote pas, je ne cotise pas, je ne suis même pas au chômage, j'emmerde personne, j'ai plus de métro, de numéro de sécu, je ne dois rien à personne, le pays avance sans moi, je suis à part, je suis d'une autre espèce, d'une espèce libre qui se fout des contraintes. Et cette liberté-là, elle se paye, et ça, je l'apprends tous les jours. » Alors, vous savez, les gens essaient toujours de trouver quelle part de l'auteur et dans le livre, ma sœur qui est ici présente connaît par cœur cette difficile situation. On veut toujours essayer de comprendre. Et d'ailleurs, ça pouvait agacer certains auteurs, j'imagine, à qui j'ai entendu beaucoup de gens dire « mais non, c'est pas moi », etc. Donc, je peux vous dire en toute sincérité qu'il n'y a vraiment très peu de part autobiographique dans ce livre, si ce n'est que moi, j'opère sur un registre émotionnel, en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout de parler de ma vie, qui est totalement inintéressante. D'ailleurs, je pense que si j'avais une vie passionnante, je ne serais pas devenue écrivaine. Je pense que j'ai écrit pour combler plein de choses. Et justement, parce que le pays de l'imaginaire, c'est le pays où personne ne peut vous suivre, à part les lecteurs que vous venez ensuite chercher, que vous emmenez chez vous. Mais je n'ai pas besoin de raconter des choses personnelles dans mes livres. L'autofiction ne me tente pas beaucoup. Maintenant, ce que je trouve le véritable défi pour le travail d'un auteur, c'est inventer des personnages et de les rendre attachants et crédibles. Et quand on les rend attachants et crédibles, beaucoup de lecteurs tombent dans le panneau, ce sont les délicieux pièges que nous vous tendons. Beaucoup de lecteurs se disent « Ah non, c'est elle, ah ça ne peut pas être elle, oui c'est elle, ou c'est… » Bon. Et moi, ce jeu de pistes, finalement, m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Célestine, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va vivre, son parcours, son histoire de vie cabossée, abîmée, comment est-ce que ça va toucher les autres, et puis surtout, l'osmose qui se crée entre Martin et Célestine. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappée quand j'ai relu le livre toutes ces années plus tard. J'ai trouvé qu'il y avait une liberté de ton, une simplicité dans ses rapports. Alors au début, effectivement,
ça ne se passe pas très bien entre eux parce qu'elle est très difficile d'approche. Et puis lui, il est très timide. Ce n'est pas du tout un beau parleur, comme son ami Oscar. Et donc, cette liberté de ton, les conversations qu'il a aussi avec son ami Oscar, justement, j'ai trouvé qu'il y avait une sincérité dans ce que j'ai pu écrire il y a toutes ces années que j'aimerais bien retrouver maintenant, je vous le dis en toute honnêteté. Je trouve qu'il y a dans ce livre quelque chose qui est bien sûr au niveau de l'émotion, de ce qu'on partage, mais une situation qui est finalement très réelle. Et je me souviens que quand j'ai écrit ce livre, je n'essayais pas de me dire je vais cocher toutes les cases pour bien faire comprendre à mon lecteur qu'il va se passer ci, qu'il doit s'attendre à ça, etc. Aujourd'hui, quand on écrit un livre, c'est vrai, on fait, alors c'est peut-être la maturité qui fait ça, mais on fait très attention à la construction de son livre, comment on amène ses personnages, comment on les décrit, comment les dialogues sont portés, est-ce que c'est des dialogues directs ou indirects. Je me posais aucune de ces questions quand j'ai écrit ce livre. Et ce que je projetais de moi-même, je n'en avais pas du tout conscience. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses très personnelles dans ce livre que j'avais oubliées, que je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que finalement, à part ma sœur, ça n'a pas un très grand intérêt de savoir ce qu'il y a de personnel dans ce livre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous le lisiez et que vous l'aimiez et qu'il vous fasse du bien. C'est tout. Mais écrire un livre il y a 30 ans et écrire un livre aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais la Tatiana d'il y a 30 ans dit à la Tatiana de bientôt 60, c'est exactement le milieu de ma vie, hein, elle arrive pile poil au milieu de ma vie. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette Tatiana-là? Elle me dit, tu es capable d'écrire des choses sérieuses, difficiles, noires, avec une certaine légèreté, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et j'aimerais tellement retrouver ça, parce que je crois que je l'ai perdu en route. Mes livres sont devenus très graves, très sérieux, très noirs, très complexes, souvent avec des messages douloureux, difficiles. Et j'aimerais retrouver pas cette insouciance, parce que ce livre n'a rien d'insouciant. Il aborde des sujets trop graves pour être insouciant. Mais en tout cas, ce mélange d'humour, de tendresse, de sincérité. Voilà. Donc, et je terminerai en disant que Célestine est en train de contaminer ou d'influencer le livre que j'écris aujourd'hui, maintenant, parce que je me rends compte que j'avais commencé quelque chose, comme d'habitude, de terriblement noir, de terriblement angoissant. Et là, tout d'un coup, non, il y a de la lumière qui rentre dans ce livre. C'est l'effet Célestine. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable quand même, ça? Alors, il y a Célestine, mais il y a d'autres passages. Il y a la belle-mère de Martin, en tout cas la femme avec laquelle… Ah, on m'a beaucoup parlé de ces passages sensuels. Et ça, c'est oui. érotique. Et donc, c'est Oui. une personne qui fait du chantage un peu érotique pour que l'autre se taise. Et donc, c'est une manière de le corrompre. Mais moi, j'ai éclaté de rire en lisant ce passage. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre. Est-ce que, comme certains écrivains, vous avez l'impression parfois que les personnages s'emparent de vous? C'est-à-dire que vous avez comme ça une trame, et puis à un moment donné, les personnages vous font dire autre chose, vous font écrire autre chose? Ça dépend du livre. Maintenant que j'ai publié une quinzaine de livres, et puis il y a tous ceux qui sont dans mon carton et qui ne sont pas encore publiés, donc en tout, ça fait peut-être, 25 livres. Mais je dirais que chaque personnage est comme un espèce d'enfant de papier. Il y a des personnages qui restent moins avec moi, je ne sais pas pourquoi. D'autres qui sont très présents, qui sont toujours là. Et chaque fois que je vais dans un lieu parisien qui me rappelle un de mes livres, eh bien, il y a ce personnage qui apparaît d'une façon souvent inopinée, fugace et parfois déstabilisante. Et Célestine, c'est vrai que je l'avais oubliée. Et je trouve qu'elle a une puissance, une façon de s'exprimer. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Au milieu du livre, il va se passer quelque chose de très difficile. Et Célestine écrit une lettre à Martin dans mon manuscrit original. Cette lettre, c'était un mot, il y avait juste une phrase. Et là, mes éditeurs m'ont dit, bon, on a compris que tu n'as pas envie de changer une ligne de ce livre, tu veux le garder dans son jus, ne pas rajouter des euros, ne pas rajouter Internet, ne pas le transposer à maintenant. Mais cette lettre, ce mot que Célestine laisse à Martin, il faut y aller.
il faut que tu mettes ta patte d'aujourd'hui dessus. Donc, ça a été très étrange, à la fois bizarrement émouvant, de reprendre ce passage-là, ce texte-là, et d'écrire cette lettre que Martin va recevoir, où il y a cette phrase d'aujourd'hui que j'ai imaginée, mais ça a été c'était presque jouissif de reprendre la voix de Célestine, parce que Célestine, elle dit les choses comme elle le pense, elle ne prend pas de gants. Hein. Tu es le petit magicien qui a redonné des couleurs à ma vie merdique. Et en fait, cette phrase que j'ai écrite maintenant résume très bien le livre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un jeune homme de bonne famille qui va aider une SDF sur le trottoir, elle va aussi l'aider d'une façon très, très surprenante et totalement inattendue, pas du tout ce qu'on imagine. Et quelque part, cette bienveillance mutuelle, c'est ça le miracle de l'amitié, et c'est quelque chose dont on a tellement besoin aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, cette amitié entre Martin et Célestine, ces deux personnages, je les vois. Je rêve que ce film soit porté à l'écran. Vous avez cité, elle s'appelait Sarah tout à l'heure, mais j'ai eu la chance d'avoir 3 autres livres qui ont été portés à l'écran. Et mon préféré, c'est Boomerang, d'ailleurs, avec Mélanie Laurent et Laurent Lafitte. Je trouve que c'est un livre très fort qui s'éloigne un tout petit peu de mon livre, mais d'une façon très habile et vraiment merveilleuse. Donc, s'il y a un producteur parmi vous, là, j'en sais rien, qui sait, j'aimerais tellement que ce livre devienne un film, et je trouve que ces personnages seraient superbes à l'écran, dans leur différence et dans leur... d'un côté, ce grand jeune homme un peu silencieux avec ses grosses lunettes, et elle l'appelle le grand dadais, et puis cette femme abîmée, terriblement agressive au début, et puis finalement, on comprend ce qu'elle a vécu, tout au journal, on va comprendre son histoire, et finalement, c'est une histoire de tendresse et de partage. Célestine, elle dit à Martin, prends ton envol, prends ta vie à bras-le-corps, déploie tes ailes. Et elle va à un moment donné finalement représenter d'une manière assez singulière, puisqu'elle est fort loin de l'image de la mère de Martin, mais elle va représenter cette force féminine qu'il a peut-être manqué à Martin. Est-ce que vous pensez, parce que moi je crois à la magie des rencontres providentielles, là il y a une résonance dans qui ils sont, leur côté décalé, leurs blessures, etc. Est-ce que vous pensez que les rencontres ont aussi comme fonction de nous aider à nous réparer? Oui, je le crois, et je pense que Martin, qui est face à un deuil absolument impossible, puisqu'on n'a jamais retrouvé le corps de sa mère, et donc il a dû se construire tout seul face à cette mère invisible. Célestine aussi, elle a perdu un enfant, elle a perdu un bébé, elle s'en est pas remis, et quelque part, il devient son fils d'adoption, même s'il ne s'est jamais dit comme ça, et même si Célestine n'est pas vraiment une figure maternelle, parce qu'elle a l'âge d'être sa grand-mère, mais quelque part, elle est son ange gardien, elle est la personne qui va le mettre sur la route de sa vie, en fait. Devenir écrivain, c'est le rêve de Martin. D'ailleurs, il écrit un livre sur Émile Zola depuis le début de l'histoire. Il a 3 passions dans la vie. Émile Zola, il a son chien qui s'appelle Germinal, et il a son pote Oscar qui est son contraire. Mais à part cette petite vie, dans une bulle, il n'avance pas beaucoup, il n'aime pas le lycée, il ne s'entend pas avec son père, il n'a jamais été amoureux. Et évidemment, il cède aux avances de sa vénéneuse belle-mère, qui n'est pas vraiment sa belle-mère, puisqu'elle est vaguement la fiancée de son père. Et donc, ça va être un passage assez mémorable pour lui. Mais voilà, donc cette amitié, cette rencontre, comme vous dites, elle est providentielle, parce qu'elle aurait pu vraiment ne pas arriver. Et chacun va apporter à l'autre une réponse dans leur vie. Célestine, personne n'avait posé un regard sur elle depuis des années. Ça fait 20 ans qu'elle vit dans la rue. Et il y a cette scène où Martin va l'emmener au restaurant. On ne va pas dire ce qui se passe. Il y a cette scène où Martin va la ramener chez lui. On ne va pas dire ce qui se passe non plus. Mais c'est la première fois que quelqu'un va regarder cette femme avec une empathie et une bienveillance. Je me rends compte aussi que les passages qui décrivent la vie de Célestine dans la rue, ils auraient très bien pu être écrits aujourd'hui. Nous avons, malheureusement, comme vous, j'imagine,
en Belgique un nombre croissant de personnes sans domicile fixe, surtout depuis la pandémie. Il y a de plus en plus de Célestines dans la rue. Il y a de plus en plus de femmes dans la rue. J'ai pu prendre connaissance d'associations bénévoles extraordinaires qui aident ces femmes qui sont en plus beaucoup plus vulnérables que les hommes puisqu'elles peuvent se faire violer, elles peuvent se faire attaquer. Et donc, je commence à prendre contact pour essayer d'aider moi aussi parce qu'au fond, si j'ai écrit ce livre, si j'ai donné une voix à une personne qu'on ne regarde jamais et qu'on ne voit jamais, eh bien, je vais aller jusqu'au bout de ma logique. Et moi aussi, je vais aider avec les moyens du bord. Et souvent, aider, ça peut être juste un regard, ça peut être juste un sourire. Alors, c'est vrai que les masques, le sourire ne se voit pas toujours, mais avec les yeux, il se voit. Et donc, cette main tendue, moi, je pense que voilà, il faut qu'on essaye de regarder ces personnes différemment. Ils ont tous un parcours chaotique. Souvent, les femmes, ce sont des parcours amoureux terribles. Ou alors l'alcoolisme, le fait qu'elles n'arrivent pas à retrouver du travail et elles ont été licenciées plusieurs fois, le chômage ne marche plus pour elles n'ont plus de couverture sociale. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, souvent cette dégringolade. Votre livre est le livre des contrastes par rapport à une réalité difficile. Vous nous mettez une couverture en vieux rose, il y a beaucoup de douceur. Et dans le livre, il est question de vœux à exaucer, quelque chose qui rend un peu l'histoire magique. Vous croyez à la magie de la vie, aux choses comme ça qu'on peut demander? Alors, je vous pose la question parce que oui, vous avez un papa qui est connu pour être un scientifique rigoureux, Joël de René, qui est connu pour les théories sur l'épigénétisme. Comment vous positionnez par rapport à ce qui n'est pas vraiment scientifique, prouvé, comme les vœux dont on va parler dans votre livre? Dieu merci, je n'ai jamais tenu compte des théories scientifiques de mon père, parce que sinon je ne serais jamais devenue écrivaine. Donc, j'ai une sœur qui est une grande, qui a fait des études scientifiques, donc qui a pu redorer le blason paternel. Moi, j'ai choisi une direction artistique très jeune. Mon père m'a quand même soutenue, il faut bien le dire. Ma mère aussi, ma sœur aussi, mon frère aussi, tout le monde m'a soutenue. Dieu merci. Quand j'ai annoncé très pompeusement à l'âge de 11 ans que je voulais devenir écrivaine, personne ne m'a ri au nez. Bon, simplement, mon travail, qui est un travail de fiction, qui est un travail d'imaginaire, est très loin du travail d'un scientifique ou de mon père. Et même si j'admire tout à fait ce qu'il fait et tout à fait ce qu'il a dit, je ne me range pas dans cette catégorie de… Voilà, pour moi, le flambeau de la fiction, c'est justement l'inventivité, l'imaginaire, et pouvoir prendre une route que mes lecteurs n'attendent pas. Je trouve que l'écriture, si elle est comme une longue autoroute banale, et si mon lecteur il est assis dans une voiture, dans une route qu'il connaît par cœur, et il dit « Ah bah tiens, là il y a un péage, là il y a une sortie », non, moi je veux sortir mon lecteur de sa zone de confort. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continuerai de faire. Empêcher de dormir, faire pleurer, faire rire, émouvoir, c'est ça mon travail. Donc la science n'a pas vraiment de raison d'être. Sauf que oui, j'ai écrit un livre où il est question d'une greffe de cœur. Mais voilà, la personne qui reçoit ce cœur va complètement se transformer. Et pour une fois, là, mon père était d'accord avec moi parce que l'épigénétique, justement, parle de ça, de qu'est-ce qu'on peut transmettre à travers nos cellules. Tatiana, vous parliez de vos films, de vos histoires qui ont été portées à l'écran. Si on regarde un peu de plus près, excusez-moi de faire de la psychanalyse à deux balles peut-être, mais enfin, ici, il s'agit de l'histoire d'un garçon qui a été privé de sa mère parce qu'elle a été perdue en avion. L'histoire de Sarah Skill, elle s'appelait Sarah, c'est l'histoire d'une petite fille qui est privée de sa famille, en tout cas de son frère, parce qu'elle va pouvoir s'enfuir et ses parents vont être déportés. Boomerang, c'est l'histoire d'une fratrie qui est privée de leur mère. Mocha, l'histoire d'une femme qui est privée de son fils. Donc, au-delà de toutes ces histoires, ce qu'on trouve comme thème commun, c'est l'arrachement. Et si je me souviens, dans votre histoire, il y avait une histoire de migration. Votre histoire familiale a dû quitter un moment la Russie, c'est ça? Oui, mais je vous avoue franchement que ça fait partie de l'histoire du côté de mon père. C'est un thème que j'ai beaucoup exploré dans À l'encre russe. Mais je dirais, moi,
L'épreuve familiale qui m'a le plus marquée, qui me marque encore aujourd'hui, c'est la disparition de mon oncle Arnaud de Renay en mer dans les années 80. On n'a jamais retrouvé son corps. C'était un grand véliplanchiste. Je ne pense pas qu'il soit très célèbre en Belgique. Mais voilà, il était un grand véliplanchiste qui faisait des périples incroyables entre plusieurs pays, d'ailleurs souvent d'une façon extrêmement dangereuse. Il prenait des risques incroyables, mais c'était un aventurier magnifique. Et donc, il a disparu à l'âge de 36 ans. Nous n'avons jamais retrouvé son corps, donc Arnaud n'a pas de tombe. Et ça, c'est quelque chose qui me hante. D'ailleurs, Martin est confronté à cette même problématique. Quand j'ai écrit ce livre, Arnaud n'avait disparu que depuis peut-être 6 ou 7 ans. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, qui me marque encore aujourd'hui. Maintenant, le terreau familial, chère Françoise, vous le savez, et le terreau familial est le terreau privilégié de nombre de romanciers que je pourrais commencer par mon cher Émile Zola, avec les Rougon-Macquart, qui a quand même écrit 20 volumes sur des failles familiales transmises de façon héréditaire, et scientifique d'ailleurs, puisqu'il a voulu prouver d'une façon scientifique que voilà, si vos aïeux étaient extrêmement dérangés et malheureux, ça n'est pas s'arranger pour vous non plus. Il l'a très bien prouvé dans tous ses livres. La famille est un melting pot passionnant pour un auteur. La famille est source de non-dits, de blessures, de secrets. Beaucoup de gens se penchent forcément sur ma famille en disant « mais votre famille, elle a forcément des secrets ». Alors bien sûr qu'elle en a, mais je trouve que c'est ce qui est très intéressant dans l'audace littéraire que peut avoir un auteur, c'est d'inventer des secrets de famille qu'il n'a pas. Alors là aussi, on revient à ce jeu de cache-cache dont vous parliez tout à l'heure, où les lecteurs aiment bien avoir une petite piste pour savoir. Alors ça lui est vraiment arrivé. C'est comme beaucoup de gens ont cru que j'étais Julia Germont. Ma question n'est pas intrusive. Ma question, non. je l'ai mal exprimée. Je ne l'ai pas du tout ressenti comme plaisir, moi, en tant que lectrice. Oui, je ne l'ai pas du tout ressenti comme une intrusion, mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand on essaye de me trouver, vous voyez par exemple Les Fleurs de l'ombre, mon avant-dernier livre, beaucoup de gens étaient absolument persuadés que Clarissa Katsev, c'était moi dans 15 ans. Et si j'avais voulu parler de moi, je l'aurais fait autrement. Mais ce que je trouve vraiment assez incroyable, c'est que quand on se donne du mal à façonner un personnage, à le créer, parce que je vous assure que c'est comme un artiste qui doit sculpter un portrait ou un tableau, c'est par petites touches, on avance, et puis on crée un personnage qui devient attachant, ou énervant, ou quelqu'un, voilà, en tout cas quelqu'un qui fait partie de votre vie quand vous lisez ce livre. Et j'ai l'impression que quand le lecteur ou la lectrice trouve le personnage attachant et partage quelque chose d'émotionnel avec ce personnage que vous avez créé de toutes pièces, le lecteur a tendance à croire que tout ce que vous mettez dans votre personnage, vous l'avez vécu parce que c'est tellement bien décrit, c'est tellement bien exprimé que forcément, vous l'avez vécu vous. Et moi, j'ai décidé de prendre ça comme un compliment. Et donc, du coup, à force de m'entendre dire « mais alors, est-ce qu'il y a des parties de vous ?» Je vous dirais que les auteurs sont comme des caméléons. Nous, on vous envoie de la poudre de perlimpinpin. Daphné du Maurier décrit ça très bien dans une de ses interviews. Et donc, nous, on est là pour vous faire rêver, pour vous faire réagir, pour vous donner de l'émotion. Qu'importe, après tout, quels sont nos secrets d'arrière-cuisine, qu'importe si des drames épouvantables, nous les avons vraiment vécus ou pas, mais il me semble que la réussite d'un personnage, c'est de le rendre absolument inoubliable pour un lecteur. C'est qu'on se dise, mon Dieu, comme j'aime ce personnage, etc. Donc, il y a toujours une petite partie de nous-mêmes, bien sûr, mais voilà. Comment est-ce que les auteurs inventent leurs personnages? C'est un vaste mystère. Je ne pourrais pas vous donner tous les tuyaux. C'est trop intime, c'est trop personnel. Moi, le plaisir que j'ai en tant que lectrice, c'est par rapport à… Évidemment, il y a de la fantaisie, il y a le fait de se distraire dans une histoire, mais il y a aussi, on a tous des failles et des blessures, et c'est d'avoir une résonance ou une humanité chez des personnages qui vont nous accompagner. C'est ça, c'est exactement ça. Que c'est la magie des auteurs de faire quelque chose parfois avec ce qui leur est arrivé. Comme ça, il y a toujours quelque chose qui nous arrive à chacun de nous.
Et les auteurs sont ces artistes qui prennent la plume pour façonner des personnages, des histoires, et nous emmener dans un imaginaire qui nous divertit ou qui nous guérit. Donc, ça, c'est un petit peu l'épilogue de ma question tout à l'heure. Alors, vous êtes traduite, je pense, dans 40 pays, et vos histoires sont portées à l'écran. Quel rôle vous prenez par rapport à ces traductions? Est-ce que vous voyagez? Vous allez beaucoup à la rencontre de tous vos lecteurs dans le monde, et quand ces histoires sont adaptées au cinéma, vous intervenez dans la Réalisation. oui, non, pas la réalisation, la réécriture, c'est ça, Ah, la d'accord. réécriture de l'histoire, l'écriture du scénario. Alors, jusqu'à l'année dernière, je voyageais beaucoup. J'allais très souvent, par exemple, aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, mais malheureusement, un méchant virus est passé par là. Et donc, toutes nos rencontres ont été annulées. Heureusement, donc, ces systèmes-là voilà, ont proliféré, ce qui est pas si mal d'ailleurs, parce que même si ce n'est pas vraiment un vrai contact, eh bien, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très timides ou tout simplement malades ou handicapées qui ne peuvent pas venir à des vraies rencontres. Donc, du coup, on a récupéré toute une autre catégorie de lecteurs lors de nos rencontres. Donc, oui, avant le Covid, je voyageais énormément. Là, je vous avoue que ça fait depuis mars 2020 que je n'ai pas voyagé pour mes livres. J'espère que ça va reprendre assez rapidement. Et quant au tournage des films, les scénarios, ils sont écrits par les réalisateurs. Ils sont soumis, bien sûr, à l'auteur et à l'éditeur. Mais jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de chance sur les 4 films qui ont été adaptés. Je n'ai jamais eu de mouvement de recul épouvantable concernant un scénario, mais j'ai quand même appris à prendre mes distances, à comprendre qu'un scénario, ce n'est pas forcément un copier-coller de votre livre, et que d'ailleurs, un réalisateur qui met sa patte, qui change les choses, moi, je trouve ça pas mal, en fait. Je vous parlais de Boomerang tout à l'heure, parce que je trouve qu'il a vraiment... c'est un très, très beau film. Il y a Mocha aussi, qui est assez différent de mon livre. Mais j'ai eu beaucoup de chance aussi que des magnifiques actrices et acteurs puissent jouer. Les Fleurs de l'ombre, donc ce livre-là, je ne résiste pas à vous montrer le nouveau petit poche, hein, parce qu'il vient de sortir, devient également un film. Et là, j'ai vraiment hâte. Donc, je vais sur les tournages. J'obtiens des petits rôles où je passe derrière, un peu comme Hitchcock, des petits caméos. Voilà. Et sinon, j'accompagne les réalisateurs ensuite pour la promotion. Je vais aux avant-premières. C'est fantastique, hein, le cinéma, et on est tellement content que le cinéma renaisse là et qu'on puisse y aller, et que ça a été une année quand même très difficile, hein, pour les auteurs, les cinéastes, les acteurs, tous les artistes en fait. On a beaucoup souffert. Donc oui, c'est des moments magnifiques pour moi, ça c'est sûr. Alors, pour terminer ce dialogue, après, je vais donner le relais à Valérie qui va vous relayer les questions qu'elle a notées. Vous dites que pendant votre déménagement, il y avait un grand carton et il était marqué ne pas publier si je meurs. Donc là, on a eu de la chance. Vous en avez encore beaucoup, des livres à publier, pas à ne pas publier, mais à publier. En fait, j'ai écrit ça sur ce carton parce que dans ce carton, il y a mon journal intime. Et mon journal intime, je l'ai tenu de l'âge de 10 à 30 ans, et il fait plusieurs volumes. Je l'ai donc relu. Et vraiment, je me suis dit, mais si quelqu'un publie ça, je serais absolument effondrée, non seulement pour ma famille, mais pour mes enfants, pour mon mari, parce que c'est terriblement intime, c'est même parfois très, très cru. J'aurais l'impression d'être totalement mise à nu si on publiait ce livre. Je pense que ça n'intéressera heureusement personne. Mais voilà, donc j'ai écrit ça là-dessus pour protéger mon journal intime. Donc dans ce carton, oui, il y a toutes sortes de manuscrits. Certains sont inachevés, d'autres sont vraiment des romans de jeunesse. Je vais vous montrer d'ailleurs le manuscrit de Célestine Dubac, puisqu'il est là. Donc il était dans ce grand carton. C'est ça qui l'a protégé d'ailleurs pendant toutes ces années, puisque croyez-moi, les caves étaient souvent humides. Et donc il est vraiment ressorti
d'une façon… voilà, il sent à peine l'humidité. Et voilà, quand je le sens là, je n'ai pas cette odeur de cave. Donc maintenant, Célestine est avec moi dans mon appartement et plus dans la cave. Mais bon, il y a toutes sortes d'autres livres là-dedans, mais je pense honnêtement que je ne vais pas aller piocher là-dedans. Ça va peut-être intéresser quelqu'un du futur qui voudra savoir comment on écrivait dans les années 70, 80, 90. Voilà, sinon… Vous écrivez à la main ou vous écrivez en Alors, dactylographe? quand vous voyez ce texte, Oui. là, il a été écrit donc, à la main, à l'ordinateur. C'était les premiers petits Mac, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient tout petits, tout carrés. Ils étaient tout mignons. J'ai eu la chance d'en avoir un assez tôt dans ma vie. Donc, mon premier roman, je l'ai écrit sur un ordinateur. Mais avant, j'écrivais à la main, mais j'avais aussi une petite machine à taper. Voilà. Mais à la main, j'écris plus tellement à la main parce que j'ai une écriture illisible. Donc, je prends des notes que je n'arrive pas à relire non plus. Donc, j'essaye de tout faire avec mon ordinateur et mon téléphone. Je prends beaucoup de notes sur mon téléphone. Bien, merci pour cet échange. Et Je vous en prie, merci pour vos questions. La parole à Valérie. Très bien. Bah, écoutez, là, voilà, il y a une remarque et il y a une question. Françoise a abordé un petit peu la question de l'appropriation des personnages par l'auteur, par le romancier. Et donc ici, une dame qui demande, est-ce que néanmoins l'auteur ne met pas beaucoup de sa personne, de lui-même, dans ses personnages? Comme disait d'ailleurs Flaubert, Emma Bovary, c'est moi. Mais je pense que les lecteurs adorent penser ça. Donc, je ne vais pas ruiner leur rêve. C'est la part du rêve que nous vous vendons. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est pas nous? Est-ce que tel personnage, est-ce qu'on a vécu cette situation? Ça a l'air tellement vrai, ça a l'air d'être tellement du vécu. Donc moi, je préfère vous dire que oui, bien sûr que Flaubert a raison quand il dit Madame Bovary, c'est moi, mais ce que met justement la part de vérité que met l'écrivain dans ses livres, là, le lecteur ne peut pas savoir si ça lui est vraiment arrivé ou pas, parce que même si l'écrivain vous dit que ça lui est arrivé, parfois, ce n'est pas vrai. On a beaucoup d'imagination, n'oubliez pas. On est capable de vraiment inventer n'importe quoi. Il faut le savoir. C'est magnifique, c'est sidérant de voir parfois l'imagination des romanciers, c'est absolument incroyable. Mais même mon mari qui vit avec moi tous les jours depuis de longues années maintenant me dit parfois, mais tu as une imagination, c'est pas possible. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Et c'est pas forcément des choses que j'ai vécues moi, mais j'arrive à l'écrire de telle façon qu'on puisse croire que je l'ai vécu ou que mon personnage l'a vécu. Vous voyez la différence? Oui, tout à fait. Je crois qu'une personne qui écrit en termes de témoignages, comme Anne-Dauphine Julien, qu'on a interviewée la fois dernière, écrit différemment d'un écrivain qui nous emporte dans un imaginaire, où évidemment, on essaye de repousser les frontières en disant « mais est-ce que ça vous est arrivé ?» Mais je pense qu'on n'a pas envie d'avoir la question, ça pourrait démystifier. Mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que souvent, je suis obligée de dire à mes lecteurs et lors de ce genre de rencontres, pourquoi voulez-vous vraiment que je vous invite dans mon arrière-cuisine? Pourquoi voulez-vous connaître tous mes secrets de fabrication? Je n'ai pas envie de vous les donner parce que d'abord, je ne sais pas très bien comment cette arrière-cuisine marche. C'est parfois un tel bordel là-dedans. Et c'est des souvenirs, des choses qu'on transforme ensuite. Donc, ma sœur, par exemple, elle a pris l'habitude maintenant de me lire sans tout de suite prendre sa loupe et dire « Oh là là, où est-ce qu'elle est allée chercher ça? Elle n'a jamais vécu ça, qu'est-ce qu'elle raconte, etc. » L'important, je dirais, c'est la charge émotionnelle. Qu'est-ce qu'on arrive à transmettre? Par exemple, là, quelqu'un me parle de mon livre Spirale. On n'en parle pas beaucoup, souvent, pourtant les personnages sont très bien construits. C'est très intéressant que cette personne, donc Anne, parle de Spirale, parce que la Spirale, c'est tellement pas autobiographique. C'est l'histoire d'une femme très BCBG, qui a un mari éditeur, et un jour, elle trompe son mari d'une façon assez brutale et dingue. Et puis, en plein Kamasutra, l'amant inconnu meurt, et elle est tellement paniquée qu'elle s'enfuit et elle laisse derrière elle, elle laisse tomber sa pochette avec sa carte d'identité. Et donc là, elle est rattrapée par une spirale de mensonges effrayante. Donc évidemment, ce n'est pas ma vie. Moi, je n'aurais jamais laissé ma carte d'identité derrière moi, franchement, en toute honnêteté. Mais bon, bref. Ils ont fait un film en plus de Spirale. Oui, il y a eu un très, très, très bon film. C'est une Belge qui a joué dedans. Tout contre elle. Et donc, du coup,
L'important, c'est, comme dans Spirale, au fond, qu'importe que ce me soit arrivé ou pas, c'est de faire croire au lecteur. C'est là où vous vous rendez compte j'ai presque envie de dire, la perversion de l'écrivain, parce qu'on vous fait croire que c'est vraiment arrivé. Et ce n'est pas toujours vraiment arrivé, sauf que dans notre tête, oui, ça arrive, et donc on l'écrit tel qu'on l'imagine. Et c'est ça, vraiment, la puissance et le défi de l'écriture, c'est faire croire au lecteur que c'est vrai. Voilà. Oui, mais c'est bien écrit et tellement ça sent le vécu. En fait, c'est ça qui est fantastique. Ça sent parfois tellement le vécu qu'on se dit waouh, comme vous dites, alors que c'est. Ah non, mais vous savez le nombre de fois qu'on me dit pour tel ou tel livre, ah oui, ce passage, alors vraiment, ça a dû être très difficile pour vous. Et je dis, mais écoutez, ça ne m'est jamais arrivé. Ah bon? Et puis même, souvent, voilà, il y a des gens qui pensent reconnaître des situations. Et je dis non, écoutez, je suis navrée de vous dire que ce n'est pas cette situation-là. Ah bon, d'accord. Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas donner tous ces secrets de fabrication. Il faut simplement dire que nous, notre but, c'est de vous prendre par la main et vous embarquer. Voilà. Dans une histoire, si elle est vraie ou pas, qu'importe, on s'en fiche. Et d'ailleurs, je vous signale, c'est ce que faisait notre cher Émile Zola. Hein. Je parle beaucoup de lui parce qu'il a une place très importante dans Célestine du Bac. Émile Zola était capable de vous emporter dans une mine, ou vous emporter dans le salon d'une cocotte, ou vraiment dans l'arrière-salon d'un meurtrier. Vous avez l'impression que vous y étiez. Alors qu'il était tranquillement derrière son bureau, en train d'écrire. C'est ça qui est magnifique. Oui. Alors, on demande si dans Célestine, est-ce qu'il y a une fin ou le lecteur doit l'imaginer comme souvent dans vos romans? Alors, bonne question. Alors, on ne va pas tout dévoiler de la fin de Célestine. Je dirais que cette fin est surprenante, mais qu'elle fait beaucoup de bien. Ce qui n'est pas toujours le cas dans mes livres, où je laisse souvent mes lecteurs, comme on dit en anglais, un cliffhanger, où ils sont accrochés au bord de la falaise en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Parce que j'aime bien aussi que mes lecteurs se construisent la fin de l'histoire. Je vous dirais qu'ici, il y a beaucoup de pistes qu'on peut… voilà, pour moi, il n'y a qu'une seule fin, mais cette fin, elle va vous laisser avec beaucoup de lumière et beaucoup de résilience et beaucoup de bonheur, même si vous allez verser votre petite larme. Donc, soyez tranquille, je ne vous réserve pas quelque chose d'épouvantable cette fois-ci. Ça donne en tout cas très envie de le lire, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a encore des participants qui veulent poser des questions. Sinon, Françoise, comme on a encore un petit quart d'heure, si vous souhaitez encore aborder un petit sujet ou poser encore une question à Tatiana, il nous reste Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Françoise tout à l'heure, parce que je me suis replongée dans le livre que j'avais vaguement lu il y a 30 ans, mais je me souvenais plus ou moins de l'histoire, mais pas tout à fait. Et je trouve que c'est vrai ce qu'a dit Françoise, Tatiana, ce livre est super léger. Et je l'ai lu sur ma terrasse il y a 2 jours, et j'ai lu la moitié d'une traite, et je trouvais ça, et ça m'a fait rire, et c'était drôle, et ton style était vraiment très drôle, avec des espèces de caricatures, de descriptions de la future belle-mère, des gens qui passent, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très frais, et c'est très agréable à lire. Ça se lit vraiment. Mais quand tu dis super léger, léger au niveau du style, pas au niveau. Oui, mais tu vas quand même voir que j'aborde des sujets malheureusement tristes. C'était très agréable. Ça se lisait très, très, très agréablement. Et c'est vrai que, par exemple, Les Fleurs de l'ombre, que j'ai vraiment aimé et adoré, c'était plus. Bon, c'était pas la même atmosphère non plus, mais c'était plus. Non, pas du tout. Et puis, on est dans une dystopie voilà. Effrayante. Parler du futur, c'est quand même quelque chose de terriblement angoissant. Donc, ce n'était pas évident de sortir une dystopie en pleine pandémie. Hein. Non, et en plus, j'ai lu pendant le confinement, donc il y avait le double poids de. Voilà, donc, truc. Mais en tout cas. C'est un chouette livre à lire, mesdames, pour cet été. Je trouve que c'est un chouette livre. Voilà, merci, Cécilia. Ah ouais, ça, Moi, j'ai éclaté de rire et puis j'ai pleuré à d'autres moments. Donc, Oui, alors j'ai versé ma petite larme aussi. Je ne m'attendais pas du tout. Du tout. Je me suis dit, mais c'est quand j'ai été émue que je me suis dit, il faut que je le montre à mes éditeurs pour qu'ils puissent, eux, juger, parce que je ne savais pas le juger moi-même. Je ne savais pas comment… Voilà.
Mais en Alors- tout cas, je voulais vous remercier beaucoup. Moi, mes rencontres, elles durent en général 3/4 d'heure parce que j'ai remarqué qu'après, les gens s'en vont. Ce qui se passe là, c'est ce qu'on voit. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, on ne doit Moi- pas tirer moi, en je- longueur par principe. Hein. Voilà, je je dépasse dis, jamais les 50 minutes. C'est pas du tout que j'ai foule de gens qui m'attendent. Hein. C'est juste que j'ai compris maintenant, à force de Tout à faire fait. ces rencontres, Non, non, mais je comprends bien. que c'est C'est vrai 50 qu'en fait, minutes. et vous avez abordé le sujet à fond, Françoise aussi, donc on est vraiment, enfin, moi j'ai vraiment adoré votre présentation. Je trouve que Merci c'est beaucoup. très sincère, Merci beaucoup. Et j'espère venir à Bruxelles bientôt. Je suis en Oui. attente de plusieurs dates. C'est compliqué D'accord. en ce moment, mais j'espère venir et retrouver mes lecteurs belges que j'adore. Ah oui, ça j'imagine, ça j'imagine. Voilà. Eh bien voilà, Caroline Devic vous dit merveilleuse Tatiana, merci pour ce beau Ah, c'est trop partage. gentil. Merci Caroline. Et effectivement, c'était super, vraiment très chouette. Un grand merci à vous. Et on Et puis, vous lira avec grand plaisir. n'hésitez pas, quand vous avez le replay, de Oui, me le transmettre. Comme bien ça, sûr. je le partagerai sur mes pages. Oui, on fera ça en tout cas. Voilà. Et Françoise, un grand merci d'avoir de nouveau bien animé cette petite rencontre littéraire. C'est très sympa, vraiment. Toujours très, très Moi, chouette. ce que je garde, outre le plaisir que j'ai eu de la lecture, c'est de me poser la question, est-ce que j'ai assez de courage pour regarder un SDF et le considérer comme un… Eh bien, comme vous savez qu'en ce moment, je n'en ai jamais vu autant. Et donc, j'essaye de faire un petit geste, un petit sourire à tout le monde. Et l'autre jour, c'était une jeune femme sur un trottoir et je suis allée lui acheter de l'eau. Je lui ai donné de l'eau. Il faisait très chaud. Elle m'a remerciée. C'était tellement touchant. Elle portait un masque. Mais j'ai vu le sourire derrière le masque. C'était touchant. Donc voilà, une main tendue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci pour cette Voilà. invitation, en tout cas, à poser Merci. un regard et peut-être à bientôt en radio en Belgique. J'espère Voilà. aussi. Merci mille fois. J'espère qu'on vous verra à Bruxelles. Et alors, J'espère aussi. il me reste qu'à vous souhaiter un très bel été, mais nous avons encore quelques activités avant l'été. Et donc, comme nous sommes très justement concernés par le monde culturel et que nous voulons soutenir les artistes, nous organisons un concert classique la semaine prochaine, le 10. Donc, après les activités culturelles autorisées, le lendemain, nous avons un concert et on est déjà sold out. Donc, vous voyez, ça plaît. Et puis, on arrête le théâtre le 28. Je suis ravie pour vous. Ça montre un petit peu notre attachement aussi au monde culturel et aux artistes. Mais en tout cas, bonne continuation. Merci à vous. Et à très bientôt. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.